Cette présentation aura pour but de décrire ce qu'est la paralysie cérébrale. Nous débuterons par expliquer les causes sous-jacentes et, par la suite, nous assisterons à une entrevue permettant d'expliquer les impacts de la paralysie cérébrale ainsi que le rôle de l'ergothérapeute à jouer dans ce type de situation. Différentes causes peuvent expliquer la maladie. Premièrement, il y a la leucomalacie périventriculaire. La leucomalacie périventriculaire est une lésion ou un manque de sang au niveau de la matière blanche périventriculaire du cerveau. La lésion et le manque de sang causent la mort des neurones dans cette zone, ce qui laisse un trou dans la matière blanche. Ce trou se remplit de liquide, ce qu'on appelle la leucomalacie. Les neurones présents dans la partie périventriculaire de la matière blanche permettent, entre autres, de transmettre les influx nerveux qui contrôlent la fonction motrice. Les lésions dans cette zone du cerveau peuvent causer de la spasticité et une déficience intellectuelle, qui sont les conséquences les plus communes de ce type de lésion. D'autres conséquences comme des problèmes de vision, d'audition, de développement ou de coordination peuvent être présents. La leucomalacie périventriculaire amène la diplégie spastique, la forme la plus commune de la paralysie cérébrale. 60 à 100% des enfants qui ont une leucomalacie périventriculaire ont un diagnostic de paralysie cérébrale. 4 à 26% des enfants prématurés admis à l'unité néonatale de soins intensifs ont un diagnostic de paralysie cérébrale. La cause la plus souvent rencontrée de leucomalacie périventriculaire est l'infection intra-utérine. Les toxines infectent la membrane du fœtus et le liquide amniotique, ce qui perturbe le développement du cerveau de celui-ci. Les toxines peuvent également faire trouer la membrane, ce qui résulte en un bébé prématuré. Comme seconde cause, il y a l'encéphalopathie hypoxique ischémique. Cette cause est créée par un manque d'oxygène ou une asphyxie périnatale qui détruit la matière du cerveau. L'encéphalopathie hypoxique ischémique amène des retards de développement, des retards cognitifs ou des problèmes moteurs et est une cause de paralysie cérébrale. Cette problématique peut également amener l'épilepsie. On a souvent pensé que l'asphyxie à la naissance était la cause principale de la paralysie cérébrale, mais 2 études ont démontré que l'asphyxie est la cause directe dans seulement 9% des cas. Cette problématique est plus commune chez les bébés nés à terme que chez les bébés prématurés. Cependant, si la lésion se produit avant la 35e semaine de gestation, l'encéphalopathie hypoxique ischémique produira une leucomalacie périventriculaire. L'hypoxie légère affectera la matière blanche parasagittale, tandis que l'hypoxie sévère affectera le putamen, le thalamus et la matière blanche paracentrale. Ensuite, le développement anormal du cerveau peut être un signe précurseur de la paralysie cérébrale. Cela peut inclure des zones sous-développées, une croissance anormale ou une mauvaise division des hémisphères et des lobes du cerveau. Les malformations du cerveau peuvent survenir à tout moment durant le développement cérébral du fœtus. Par contre, les 20 premières semaines sont les plus vulnérables. Qu'est-ce qui cause ces malformations? Le fœtus en développement peut être affecté par la fièvre, les infections et les traumatismes chez la mère lors de la grossesse. Comme résultat de ces problématiques, il peut se produire des mutations dans les gènes qui auront comme impact un mauvais développement du cerveau chez le fœtus. La gravité de l'impact de ces anomalies varie d'un cas à l'autre. Parfait. Finalement, des lésions au niveau du cerveau peuvent survenir suite à une maladie ou un accident physique lors du développement du fœtus. Prenons l'exemple de l'hémorragie. Ce type de problématique peut découler d'un accident vasculaire cérébral. Lors d'un AVC, des cailloux sanguins peuvent être présents à l'intérieur du placenta et bloquer les vaisseaux sanguins, ce qui causera un arrêt du flux sanguin dans le cerveau et des lésions cérébrales à différentes zones. L'AVC peut aussi être causé par une anomalie des vaisseaux sanguins ou de la coagulation sanguine, ainsi que par la présence d'hypertension chez la mère. Donc, moi, je vais vous parler des symptômes et des impacts fonctionnels de la paralysie cérébrale. Les conséquences se situent surtout au niveau moteur et la gravité et l'étendue des symptômes dépendent de la région du cerveau qui va être touchée. Il y a différentes façons de catégoriser les symptômes. Une façon de les classer, c'est selon les membres qui sont atteints. Donc, les 3 formes les plus courantes sont la quadriplégie, l'hémiplégie et la diplégie. On peut aussi les classer de façon à différencier les différents symptômes moteurs.
Il y a d'abord la forme spastique, qui est vraiment la plus courante, où il va y avoir une perte de contrôle des actions motrices volontaires, ce qui entraîne des muscles qui sont contractés en permanence et donc des mouvements saccadés et des problèmes de posture. Il y a également la forme atétosique, qui est caractérisée par des mouvements constants, lents, involontaires et incontrôlables, surtout au niveau des pieds et des mains. Et finalement, la forme ataxique, où il va y avoir une mauvaise coordination, une mauvaise perception de la profondeur, qui va faire que la marche va être vraiment instable et qui va créer des problèmes aussi pour l'exécution de mouvements rapides et précis, par exemple comme lorsqu'on écrit. En plus des atteintes motrices, la paralysie cérébrale a beaucoup d'autres manifestations, dont l'épilepsie, qui est présente chez 50% des enfants qui ont une paralysie cérébrale. Et il peut y avoir aussi des déficiences intellectuelles, même s'il y a une grande partie des personnes qui ont une paralysie cérébrale qui ont un QI totalement normal. Des problèmes sensoriels, soit des déficits auditifs ou visuels, ainsi que des problèmes d'alimentation et de langage, surtout dû au fait que l'atteinte motrice va engendrer des anomalies dans les mouvements de la langue et des lèvres. Pour ce qui est des impacts fonctionnels, au niveau des limitations de la motricité globale, c'est sûr que le niveau de limitation dépend vraiment beaucoup de l'atteinte. Certaines personnes n'ont aucun problème avec la marche, alors que d'autres doivent utiliser des aides techniques et d'autres encore n'ont aucune mobilité à ce niveau-là et doivent se déplacer en fauteuil roulant électrique. C'est sûr que ces limitations-là ont des impacts vraiment importants, surtout au niveau des soins personnels et des loisirs que la personne peut pratiquer. Et ça va influencer son fonctionnement autant à l'école, à la maison que dans sa communauté. Finalement, pour ce qui est de la motricité fine, là aussi les niveaux de limitation sont très variables. Certaines personnes sont capables de manipuler facilement n'importe quel type d'objet, d'autres ont quelques difficultés et d'autres encore sont incapables de manipuler les petits objets et nécessitent donc une aide constante. Ces limitations-là vont avoir un impact sur toutes les activités qui nécessitent la manipulation d'objets. Si on pense à l'écriture, se brosser les dents, manger, etc. Donc, ça fait le tour. Je vais maintenant vous laisser avec Stéphanie qui va vous expliquer qu'est-ce que l'ergothérapeute peut faire concrètement dans le cas d'une paralysie cérébrale. Oui, en fait, comme vous l'avez dit, c'est sûr que la paralysie cérébrale, ça amène un tonus qui est anormal ainsi qu'un pauvre contrôle moteur des mouvements volontaires. Ces deux aspects-là vont engendrer beaucoup d'incapacités dans la vie quotidienne. C'est pourquoi ça va être un de nos objectifs principaux en ergothérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler majoritairement du traitement neurodéveloppemental qui vient de la théorie de l'apprentissage moteur. Donc, selon le traitement neurodéveloppemental, on soutient un principe que le mouvement normal peut être acquis grâce à la pratique et à l'expérience. Donc, c'est pourquoi la répétition du mouvement normal peut engendrer un changement au niveau du système nerveux central. C'est ça qu'on va mettre de l'avant en ergothérapie. Donc, pour l'évaluation, on va commencer par cibler les dysfonctions qui sont présentes chez l'enfant en documentant les différents paramètres comme le contrôle postural, la stratégie compensatoire, les patrons de mouvement, les amplitudes passives, actives et le tonus musculaire et postural. C'est sûr que chez l'enfant, vu que l'occupation principale c'est le jeu, la mise en situation va se faire par le jeu. Comme la modalité qu'on va utiliser en ergothérapie par rapport à ce traitement-là, ça va être la guidance manuelle, j'ai mis une photo qui montre les images d'une ergothérapeute qui applique ses mains sur l'enfant pour justement faciliter ou inhiber certains mouvements. Donc pour faciliter, on va faciliter entre autres un patron de mouvement qui va être normal, on va faciliter un bon alignement du corps et on va aussi donner des indices sur la direction du mouvement à apporter. Pour inhiber, ça va être davantage des patrons de mouvement qui vont être anormales et aussi des stratégies compensatoires qui sont pas bien appliquées. Excusez-moi, c'est ça. Et pour les guidances manuelles, c'est important de comprendre que l'ergothérapeute n'est pas toujours en train de mettre ses mains sur l'enfant. Quand l'enfant est capable de faire quelque chose, il faut le laisser faire pour qu'il y ait un meilleur apprentissage moteur. Donc, ici, on a une aide technique qui est utilisée pour la mobilité quand il y a un problème de mobilité chez l'enfant, mais comme Valérie l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout le temps utilisé. Il y a aussi des aides techniques à la posture qui peuvent être utilisées. Ici, on a un corset qui permet un meilleur alignement postural, qui permet aussi un meilleur contrôle moteur de ce fait-là aussi. On a aussi des orthèses aux membres inférieurs et aux membres supérieurs. Aux membres supérieurs, je peux vous donner un exemple. Si on veut travailler le contrôle ambidital, on peut mouler un orthèse au niveau de la ceinture scapulaire pour permettre un meilleur contrôle ambidital. Donc, c'est ce qui permet de conclure le traitement neurodéveloppemental.